Bienvenue, bienvenue sur RTV, bienvenue dans votre émission Apprendre à vivre. Apprendre à vivre, comme je le dis chaque semaine, c'est un métier. Et justement, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Leboeuf, journaliste, mais avant tout, philosophe. Bonjour Nader Hu, journaliste et philosophe. Oui, alors comment vous faites le lien déjà le lien, il est assez simple. Moi, j'ai toujours pensé que le doute, l'étonnement et la critique, qui sont les trois moteurs de la philosophie, devraient être les trois vertus du journaliste. Le journaliste devrait s'étonner, il devrait douter, et puis il devrait avoir bien sûr un esprit critique, ce qui est de plus en plus rare, souvent parce que les journalistes n'ont pas le temps de bien faire leur travail, parfois pour d'autres raisons. Mais c'est pour moi deux activités connexes, et d'ailleurs d'une certaine façon, si on reprend l'histoire de la philosophie, Socrate, ce type qui descend dans la rue et qui dit à chacun, tu es qui, tu es quoi, en quoi tu crois, quelles sont tes valeurs, pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu penses être le mieux qualifié pour être juge ou pour être stratège, c'est déjà une forme de journalisme. Alors que le philosophe, lui, ne peut pas cesser de douter, de s'interroger, de questionner ce qu'il voit, sinon il n'est plus philosophe. Oui, d'ailleurs, effectivement, le point commun, c'est poser des questions. Quand on est journaliste, on pose des questions. Quand on est philosophe, on pose aussi des questions. Et effectivement, vous avez raison sur une chose, c'est que la philosophie est travaillée par deux choses. Par le doute, profondément. Et effectivement, un philosophe qui ne doute plus ou qui ne doute pas, ça devient un idéologue, ça devient quelqu'un qui est effectivement un dogmatique. Et en tout cas, moi, c'est pas ma tasse de thé. Et puis surtout, l'étonnement, c'est-à-dire que le philosophe, c'est celui qui s'étonne que les choses soient comme elles sont, et puis qui s'étonne surtout, on en parlera peut-être, d'être en vie, justement, l'étonnement d'être en vie. Première vertu philosophique, ouais. Alors, l'émission s'appelle « Apprendre à vivre ». Je ne l'ai pas nommé ainsi comme cela. En fait, je me suis inspiré du titre d'un livre, de lettres traduites, en fait, de lettres de Sénèque, du philosophe romain Sénèque, « Lettres à Lucilius ». Alain Gollon en a fait un livre, a traduit ces lettres. L'auteur Alain Gollon, il en a fait une traduction du latin vers le français. C'est un livre que vous avez lu, parcouru, avec lequel vous travaillez. Ah, c'est un livre, oui, c'est un de mes livres de référence. Alors, en particulier celui-là, effectivement, c'est un recueil, c'est une sélection de lettres, des lettres, ce qu'on appelle les lettres à Lucilius, qui sont écrites par Sénèque à un certain Lucilius, dont on ne sait pas d'ailleurs vraiment si c'est un personnage fictif ou si c'est un personnage qui a vraiment existé. Il y a plus de 124 lettres, je crois. Enfin, c'est un corpus énorme. Et là, il y a une petite sélection. Et en particulier, j'adore. Donc le titre Apprendre à vivre est un titre d'éditeur. C'est pas forcément un titre de Sénèque. Mais j'adore cette traduction-là parce que c'est une traduction très moderne, très claire, très pur, on a vraiment la quintessence de la pensée de Sénèque, et c'est intéressant comme outil de travail d'avoir ce type de traduction parce que ça permet, quand on travaille avec des non-philosophes, moi j'anime pas mal de cafés philo, je fais des consultations philosophiques aussi, et parfois je donne des lettres justement à lire aux gens qui viennent me voir ou qui me suivent pour justement arriver à les faire travailler. Ça fait partie de ce qu'on appelle les exercices spirituels philosophiques. La philosophie, c'est quelque chose de très concret, de très pratique. Et là, Sénèque écrit des lettres pour exhorter, en fait, ce Lucilius à s'inscrire sur la voie de la sagesse. Et à travers lui, tous les lecteurs. Et à travers lui, tous les lecteurs, bien sûr. Et donc, ça m'amène à ma question, à quoi sert la philosophie? Moi, j'ai encore en mémoire, j'entendais Édouard Balladur dire que la philosophie, ça ne sert à rien. Je ne suis pas sûr qu'Édouard Balladur soit un grand philosophe. Je ne savais pas qu'il avait dit ça, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas beaucoup. À quoi sert la philosophie? C'est une vaste question. C'est une question extrêmement intéressante parce que c'est une question que les philosophes n'arrêtent pas de se poser.
Et ça, c'est une particularité de la philosophie. C'est-à-dire que finalement, si vous recevez un historien, vous lui demandez pas à quoi sert l'histoire. Si vous recevez un sociologue, vous lui demandez pas à quoi sert la sociologie. Un psychologue, pareil. La philosophie, on est toujours un peu démunis. On se dit à quoi ça sert et qu'est-ce que ça produit? Est-ce qu'il y a un résultat de la philosophie? Et ce qui est magnifique, c'est que les philosophes passent leur temps à se poser cette question-là. Jean-François Lyotard, pourquoi philosopher? Gilles Deleuze écrit au soir de sa vie un livre avec Félix Guattari, qu'est-ce que la philosophie? Et tous les philosophes cherchent finalement cette réponse et cherchent à répondre à quoi sert la philosophie. Alors, il y a une réponse? Alors, ou des réponses? Il n'y en a pas une, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein, et il y en a plein, et c'est ça qui fait la grande vivacité de la philosophie. Et il y en a plein parce que finalement, chaque philosophe revisite la définition de la philosophie et la réhabilite et la réactive. Et c'est pour ça que la philosophie, 2500 ans après Socrate, reste une discipline extrêmement vivante, extrêmement vivace, alors que finalement, effectivement, elle ne produit pas vraiment de résultats tangibles. Il n'y a pas très longtemps, une petite anecdote, je suis dans une librairie et je tombe sur un petit livre de Jean-Luc Nancy. C'est un livre qu'il écrit, c'est un petit opuscule où Jean-Luc Nancy dialogue avec, je crois que c'est un collégien. Donc ça peut servir d'ailleurs d'introduction à la philosophie. Et Jean-Luc Nancy, qui est un philosophe quand même pas facile d'abord, pas très grand public, donne cette définition de la philosophie à l'intérieur que je trouve formidable. Il dit « philosopher, c'est donner de la vie à la vie ». Sublime comme définition. Voilà, philosopher, c'est donner de la vie à la vie. Ça, on en parlera peut-être de cette définition. Je l'aime beaucoup. Après, il y a une des définitions. Alors, vous avez plusieurs définitions. Vous avez philosopher, c'est rechercher la sagesse, c'est l'amour de la sagesse, le désir de la sagesse, c'est la définition étymologique. Moi, je l'aime bien, celle-là. Voilà. Ce qui, au passage, est déjà une définition compliquée, parce que quand on déplie cette définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le philosophe n'est pas un sage. Bien sûr. Il cherche la sagesse, il n'est pas sage. Et Pierre Hadot, grand spécialiste de la philosophie... Mais quel orgueil de se dire sage, si on se disait sage. Ben vous avez c'est ce qui différencie d'ailleurs la tradition un peu occidentale à la tradition orientale du côté de l'Asie mineure, parce que là on trouve des sages. Le sage, lui, sait. Le sage, il sait. Le sage, il révèle sa sagesse à travers des aphorismes. Le sage sait. Le philosophe, tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Donc le philosophe ne sait pas. Il recherche, il désire la sagesse. Et c'est ce que dit Pierre Hadot. Et j'aime beaucoup cette analyse, c'est-à-dire que Pierre Hadot dit, si le philosophe désire la sagesse, c'est un, qu'il n'est pas sage, et deux, qu'il est un désirant. Le philosophe, c'est un désirant. Il se définit par le désir. Et ça, ce qui est magnifique, c'est que c'est pas seulement Pierre Hadot qui dit ça, c'est déjà chez Platon dans le banquet, parce que dans le banquet de Platon, il y a un discours qui est fait par Socrate. Oui, Socrate rapporte le discours de Diotima, la prêtresse de Mantinée, et Diotima confond la figure d'Éros, donc celle du désir, avec celle de Socrate, et elle dit Éros est philosophe. Et je crois fondamentalement que le philosophe, c'est un désirant. Alors reste à savoir ce qu'il désire. Oui, mais justement, pourquoi ce désir d'être sage au milieu d'une foule qui ne l'est certainement pas et qui désire bien d'autres choses que la sagesse? Pourquoi ces gens-là sont-ils animés par ce désir d'être sage? Est-ce pour se soigner eux-mêmes? Est-ce pour... Oui, il y a un côté... toute la question, c'est qu'est-ce que la sagesse, premièrement? Ça, très compliqué. Réponse, c'est une question tiroir. Qu'est-ce que la sagesse? Et en fait, derrière le terme de sagesse, ce que désire fondamentalement la sagesse, c'est un horizon que les philosophes cherchent à atteindre ou vers lequel ils tendent, mais c'est l'horizon qui les met en mouvement d'une certaine façon. Je suis pas sûr que le philosophe ait envie d'être sage profondément. Les philosophes, ils sont mus par cette double ambition
qui est d'être libre et heureux. Voilà, pour moi, en tout cas, et l'un va pas sans l'autre. On n'est jamais totalement libre quand on n'est pas heureux. On n'est jamais totalement heureux quand on n'est pas libre. Donc, la philosophie, fondamentalement, c'est une discipline d'affranchissement. Il faut arriver à s'affranchir de ce qui pèse sur nos vies et qui nous empêche d'exister vraiment et de vivre pleinement. Ça veut dire que ça devrait nous servir à nous, ici et maintenant. Bien sûr, bien sûr. On a un peu oublié ça. Alors, il y a une portée pratique, concrète, pragmatique de la philosophie, en tout cas de la philosophie antique, qui a une visée extrêmement pratique. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à apprendre à vivre, mais surtout, ça nous sert à mieux vivre, à avoir la meilleure vie possible. Alors, vous faites, et j'allais vous poser la question, une distinction entre la philosophie antique, qui semble être une philosophie utile, qui se veut utile, à une philosophie plus contemporaine, qui, elle, est un petit peu... C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un grand tournant dans l'histoire de la philosophie. Le grand tournant, c'est le XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, où la philosophie va tendance, et notamment en France, à devenir universitaire, premièrement. Donc, elle s'enferme dans un cadre scolaire et universitaire, ça c'est la première chose. Et puis, nous, en France, on a été extrêmement fascinés par la tradition grecque, premièrement, mais allemande surtout, qui est une tradition idéaliste et spéculative. Donc, effectivement, face à partir de Kant, j'ai envie de dire, on a Kant, Hegel, bon, alors il y a des grands contrepoints, Schopenhauer et Nietzsche, par exemple, sont des philosophes du désir, et c'est lire Nietzsche ou Schopenhauer, en général, on prend une claque. Et cette claque, c'est quoi? Cette claque, c'est nous rappeler qu'on est vivant, quoi, et qu'on a une vie, et qu'il n'y a rien de pire. En fait, la grande question du philosophe, c'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, c'est pas de savoir si l'âme est éternelle ou pas, c'est de savoir s'il y a une vie pendant la vie. C'est ça la question du philosophe. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ça paraît comme ça. Tout simplement parce que on en revient à une des définitions de la philosophie. Cette définition, c'est philosopher, c'est apprendre à mourir, qui est une définition intéressante parce que c'est Montaigne qui la reprend dans les essais et qui l'écrit comme ça dans les essais, mais elle remonte à Cicéron et à Socrate, puisque Socrate dit, dans le Phédon, je crois, que de tous les hommes, les philosophes sont le mieux préparés à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la racine de la philosophie, c'est s'affranchir de la peur de la mort pour pouvoir, encore une fois, vivre pleinement et pour pouvoir vivre le mieux possible. Alors, ce serait la différence avec le fait d'être... Parce que les croyants aussi sont bien préparés à la mort, mais dans l'espoir d'une vie dans l'au-delà, tandis que le philosophe, ce serait pour une vie dans la vie. Exactement. Mais on peut être philosophe et croyant. Voilà, on peut gagner dans les deux côtés. C'est d'ailleurs pour ça, c'est très bien résumé, c'est d'ailleurs pour ça que ça peut être complémentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, le philosophe s'intéresse, en tout cas, toute une tradition philosophique qui part de Socrate s'intéresse à la vie ici-bas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on prend conscience que l'on est mortel, à partir du moment où on prend conscience que le temps qui nous est donné, peut-être par un Dieu, est compté, qu'il file, et qu'il file irrémédiablement, à partir du moment où on prend conscience que non seulement le temps ne s'épargne pas, mais ne nous épargne pas, se pose la question de savoir, donc ça c'est la question de la finitude, premièrement, et de l'irréversibilité du temps. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on a conscience de ça, se pose la question de savoir comment utiliser au mieux, et j'insiste sur le au mieux, ce temps qui nous est imparti. Et c'est au mieux, c'est quoi? C'est justement la question du bonheur. C'est quelle est la meilleure vie possible pour moi? Pourquoi? Pour ne pas passer à côté de la vie. Il y a un autre grand philosophe qui a vu ça de façon formidable, et ça va peut-être vous surprendre, Nader, c'est Descartes. Descartes
On a une image de Descartes étant un philosophe froid, cartésien, rationaliste. Et qui saucissonne. Et qui saucissonne, effectivement. Ouais. Ça, c'est pas faux. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment l'image de Descartes comme étant un philosophe très existentiel. Et pourtant, Descartes nous dit quoi? En 2 mots, hein, je ne vais pas faire un cours de philosophie, mais Descartes nous dit... je raconte ça pour montrer que la philosophie, c'est une discipline extrêmement vivante et extrêmement incarnée. Descartes nous dit on peut douter de tout. On peut croire en tout. On peut croire en Dieu, on peut douter de l'existence de Dieu. On peut croire que l'on a un corps, on peut même douter de l'existence de son propre corps. On peut croire dans les vérités mathématiques, on peut douter que 2 et 2 font 4. Ça, c'est dans les méditations métaphysiques. Sauf que, il y a une chose dont on ne peut pas douter, c'est « je suis, j'existe ». Je suis, j'existe est toujours vrai, parce que même pour en douter, il faut exister. Ah, d'accord. Donc la première vérité, la vérité racine que délivre la philosophie, c'est la conscience de sa propre existence. Je suis en vie. Reste après à savoir ce que je vais faire de cette vie. Mais c'est ça, c'est de ne pas passer à côté de sa vie. Alors, j'aime bien aussi l'idée que je suis, j'existe très bien, mais il y a plus fort que moi. Et là, on est dans Schopenhauer, lui, vous avez la nature qui, en réalité, réalise son dessein. Ouais. Et moi, je me souviens, en sexologie, j'avais fait un mémoire sur la métaphysique, sur l'amour sexuel de Schopenhauer, qui nous explique que, en fait, la nature voulant que la race humaine continue de se reproduire, fait que nous allons vers les autres, que nous tombons amoureux, que nous nous marions, que nous faisons famille, voilà, et qu'il y a des enfants, etc., etc. Et qu'en fait, l'amour est un des pièges, est un des espèces de sortilèges comme ça, qui fait que qu'on se rencontre. Voilà, c'est le piège, il parle de piège même de la nature. Et donc là, c'est très intéressant, parce qu'on est vraiment dans la vie, dans la vraie vie, mais dans quelque chose de plus fort que nous. Et ça transparaît pas chez Descartes, je trouve. Chez Descartes, là, la question que vous posez, c'est la question de la transcendance. C'est-à-dire qu'effectivement, alors chez Schopenhauer, effectivement, c'est la nature qui s'exprime. Il y a un essai. Alors Schopenhauer, philosophe extrêmement intéressant, philosophe précurseur un peu de Nietzsche, influencé par l'hindouisme. Chez Schopenhauer, effectivement, c'est la nature qui s'exprime à travers nous, et c'est ce que vous dites. Schopenhauer est un philosophe pessimiste. Il a été assez malheureux en matière d'amour et de rencontres féminines, un peu atrabilaire. Chez lui, c'est la nature qui s'exprime, et effectivement, l'amour n'est qu'un sortilège dont la nature recouvre la rencontre pour faire passer un peu la pilule et la propagation de l'espèce. Bon. Donc là, il y a une sorte de transcendance, qui est la transcendance de la nature, qui vient transcender l'homme, et l'homme n'est que le jouet, finalement, de l'expression, de la préservation de l'espèce. C'est d'ailleurs... Alors, c'est une idée qui est constante, hein, chez Spinoza, quand on lit l'éthique, on a la première force. Chez Spinoza, il y a 3 affects primaires, la joie, la tristesse, la joie étant ce qui augmente la puissance d'exister, la tristesse qui diminue la puissance d'exister, et puis au centre, il y a le conatus qui est l'art de persévérer dans l'être. Donc ce que dit Spinoza, c'est que tout individu, tout être, commence par vouloir persévérer dans l'être. Mais effectivement, ça, c'est les philosophies qui font appel à une sorte de transcendance, de quelque chose qui nous dépasse. Alors, ça peut être la nature, ça peut être Dieu. Chez Descartes, vous avez une réhabilitation du divin, quand même, même si la question est âprement disputée, puisque la grande question est de savoir si Descartes, finalement, est vraiment croyant, ou s'il est croyant parce qu'il faut être croyant, et que, in fine, c'est un philosophe qui promeut une doctrine plutôt athée. Ce que lui reprochera d'ailleurs Pascal de son vivant. C'est des questions qui restent ouvertes. Mais alors, la plus utile pour
pour nos contemporains, plus l'antique ou la contemporaine? Alors ça, je vais vous dire, ça dépend. C'est une bonne question. Quelle est la philosophie la plus utile? Eh ben, je vais vous répondre, ça dépend de vous. Ça dépend de votre désir, ça dépend de vos problématiques de vie, ça dépend du chemin que vous allez déterminer qui est le meilleur pour vous. Il y a des gens... Mais ça peut nous aider alors sur des choses concrètes dans la vie, des projets concrets de vie comme alors, le mariage, le travail, les amitiés. Oui. Pourquoi ça peut... Alors concrètement, si on rentre dans le concret, pourquoi et comment la philosophie peut nous aider? Tout simplement parce que ne pas passer à côté de sa vie. 1. Vivre la meilleure vie possible. 2. Ça ne va pas de soi. C'est pas évident. Ça va pas de soi. Vous le savez bien, vous, dans vos activités. Et c'est justement parce que ça ne va pas de soi, parce que ce n'est pas évident, parce que c'est pas facile. Moi, souvent, on me dit c'est pas facile. Oui, la philosophie, c'est pas facile, et la vie, c'est pas facile. Et c'est justement parce que c'est pas évident, que ça va pas de soi et que c'est pas facile, qu'on a besoin d'y penser. Qu'on a besoin de penser à ça pour se forger des outils. Pourquoi on pense? Pourquoi le philosophe crée du concept et crée de la pensée? Parce que le monde, la vie, l'amitié, la politique, l'amour, l'âge qui avance. Là, le temps, la question du temps, c'est des choses violentes. C'est des choses violentes. La maladie. La maladie, bien sûr, ce que Pierre Zaoui appelle la traversée des catastrophes. Plus on avance dans l'âge, plus on avance dans la vie, plus forcément on va traverser des catastrophes, c'est-à-dire quoi? On va connaître des déceptions, des ruptures sentimentales, des deuils, des maladies. Ça fait partie de la vie et il faut faire face à ça, faire face à l'événement. Et on peut être souvent désemparé. Or, justement, on a besoin de penser à ça, Pourquoi? Parce que penser, ça permet d'anticiper, premièrement. Et puis, ça permet aussi de se libérer d'une chose, de se libérer des passions, c'est-à-dire de ne pas être passif. On en a parlé tout à l'heure. On a évoqué un peu cette idée des passions, d'être libre et heureux. Et la question de la sagesse. Vous m'avez demandé ce que c'est que la sagesse. La sagesse, être sage, c'est de ne pas passer à côté de sa vie. Et ne pas passer à côté de sa vie, c'est la vivre pleinement, c'est-à-dire ne pas être tributaire des passions. Pourquoi? Parce que les passions, c'est ce qui nous fait à la fois souffrir et ce qui nous rend passifs. Alors, on est dans le rapport à l'ego. Ouais. Comment est-ce que le philosophe définit l'ego? Ça, c'est la grande question. La question de l'ego, c'est une question qui comment dire, court sur toute l'histoire de la philosophie. La question la plus basique, qui suis-je? Et d'ailleurs, Descartes dira... Qui suis-je? Je suis une chose qui pense. Oui, mais que suis-je, moi, une chose qui pense? Et là, il dira, c'est une chose qui affirme, qui nie, qui conçoit, qui doute, qui veut, qui ne veut pas. Donc, c'est cette question de qui suis-je, qui prend sa racine dans le connais-toi toi-même. On a besoin de se connaître pour savoir qui on est. Et c'est important de se connaître parce qu'à partir de ce moment-là, on pourra savoir, justement, tenter de savoir par où passer. Et puis, c'est la question de l'identité aussi. Question aujourd'hui dont on parle beaucoup. Vous savez, cette fameuse question de l'identité. Alors, justement, sur une chaîne où je vous ai beaucoup vu, ils en parlent beaucoup de l'identité. Ouais. Je pense à CNews. Oui. Le philosophe, l'ego, sur CNews. Le philosophe, l'ego, moi, mon activité sur CNews, déjà, elle s'est un peu arrêtée. Effectivement, j'ai été intervenant régulier sur CNews, qui est une chaîne qui promeut des valeurs et des idées extrêmement conservatrices et réactionnaires, oui, parfois un peu plus, et qui, pour le coup, sont des idées qui sont très éloignées des miennes, pardon. Mais justement, si on laisse parler ces gens-là, entre guillemets, entre eux, sans les contredire et sans dire qu'on n'est pas d'accord, alors ils ont gagné. Comment se fait-il que votre
Enfin, que ce se soit arrêté, c'est très bien la contradiction, ça apporte du... Parce que je pense qu'il y a eu une sorte de désaccord où un jour j'ai eu le malheur de faire remarquer que les plateaux étaient majoritairement très réactionnaires et ça n'a pas plu aux personnes qui ont entendu ça. D'accord, je croyais que la liberté d'expression, qu'on pouvait penser comme on voulait sur... Bon, c'est pas moi, toujours le cas. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des limites. En plateau, on m'a jamais dit il faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Mais si vous voulez, bon, il y a d'autres gens qui aujourd'hui apportent un peu de contradiction, mais c'est vrai que CNews est un média d'opinion et c'est un média d'opinion qui a une ligne. Le modèle, c'est Fox News. Fox News, l'américain Fox News. Américain. Ouais. Donc un modèle extrêmement conservateur, réactionnaire et qui cherche à passer des valeurs. Mais vous savez, justement, sur les valeurs, les fameuses valeurs, ces fameuses valeurs et l'identité, les valeurs, c'est dommage qu'ils ne fassent pas un peu plus de philosophie. Parce que je vais citer un philosophe qui est pourtant un philosophe chrétien, on va conclure là-dessus. Un philosophe de gauche, et qui dit les valeurs. On n'a pas besoin de défendre ces valeurs. C'est vos valeurs qui vous défendent. C'est ça. Il y a un espèce de contresens défendre ces valeurs. On a l'impression que les valeurs sont menacées, mais c'est vos valeurs qui vous défendent et non pas l'inverse. Donc, il suffit de savoir qui on est. Il suffit de savoir quelles sont c'est ça l'éthique chez Spinoza, quelles sont ses propres valeurs, et à partir de là, on est sur le bon chemin pour commencer à être heureux. Mathias Leboeuf, évidemment, pas du tout rassasié de cet échange. On en fera d'autres dans Apprendre à vivre sur RTV. Merci à vous. Merci infiniment, Nader. Et je vous dis à bientôt pour un autre numéro d'Apprendre à vivre sur RTV.